Je ne vais pas vous parler de climat. Moi, je vais vous parler de pollution atmosphérique et plus particulièrement de son impact sur la qualité de l'air. Je parlerai plus donc forcément de l'aérosol, de la fraction carbonée de l'aérosol, et on rentrera un petit peu dans la chimie, mais pas pour faire de la chimie, mais essentiellement pour essayer de comprendre ce que la chimie peut nous apporter en termes de connaissance à la fois des sources et des transformations de cet aérosol carboné. Une majorité du public, j'imagine, est parisien, donc se rappelle de cette image qui ne date de pas très très longtemps, c'est-à-dire il y a 2 mois. Donc c'est l'épisode de pollution du mois de mars, où vous pouvez encore distinguer à peine la tour Eiffel. Donc ces épisodes de pollution de particules, ça ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, sont vraiment rentrés au cœur du débat public, et c'est vraiment une problématique d'actualité du fait de son impact sur la santé, comme Maria a pu en discuter un petit peu, et aussi par rapport aux contentieux qui existent entre la France, pas que la France, mais d'autres pays européens, et l'Europe, pour non-respect des seuils réglementaires. Donc, à partir du moment où ces problématiques rentrent dans le débat public, il y a d'inévitables emballements, des polémiques, que ce soit sur le feu de cheminée ou l'interdiction du feu de cheminée à Paris, par exemple, on en a entendu parler, l'impact du diesel sur les pollutions par les particules fines, et très récemment, pendant cet épisode-là, sur la mise en place ou non de la circulation alternée, et qu'est-ce que ça apporte. Alors j'avais envie tout d'abord de prendre un petit peu de recul par rapport à cet événement parisien, juste pour montrer que ce n'était pas du tout un événement parisien, mais c'était un événement qui était à l'échelle de l'Europe. Donc c'est une modélisation, je pense qu'ils ont intégré des données, donc une modélisation Prévert pour ce même jour, du 20 mars 2005. Donc on voit très clairement qu'on a un épisode de pollution qui est à l'échelle européenne. Comment il marche ? Ah, il est là, ouais, je n'appuie pas sur le bon. On est vraiment à l'échelle européenne, et pour une fois, Marseille était très peu touchée. Et pour que la Bretagne soit touchée par un épisode de pollution par les particules fines, il faut vraiment que ce soit un épisode à l'échelle européenne. Au-delà de ça, dès qu'on va parler de problèmes de pollution par les particules, on aura toujours les émissions locales. Paris est un émetteur fort de particules, c'est sûr, mais on aura toujours un fond régional qui sera très fort, et très fort, surtout pendant ces épisodes vraiment intenses de particules fines. Pour prendre un petit peu plus de recul encore par rapport à la pollution dans les villes européennes, donc ici quelques résultats du projet AFECOM, donc qui a travaillé sur 25 villes européennes, dont 9 villes françaises. Donc on voit ici Paris est à peu près au milieu du classement de ces villes en termes de pollution par les particules fines. Et là, la ligne jaune correspond en fait à la valeur guide de l'OMS à ne pas dépasser, qui est de 10 microgrammes par mètre cube, sachant qu'actuellement, la réglementation européenne est une valeur de 25 microgrammes par mètre cube à ne pas dépasser en valeur moyenne annuelle. Donc, dans le travail d'AFECOM, donc si peut-être on peut regarder un petit peu plus attentivement ce classement. Donc Paris se situe ici. Et si on regarde l'ensemble des villes françaises, Marseille est devant. Donc Marseille est la ville la plus polluée par les particules atmosphériques. Bon, il y a une variabilité, la différence n'est pas gigantesque non plus, il y a une variabilité interannuelle, mais ces valeurs importent sur la moyenne 2004-2006. Mais toujours est-il que le message, c'est que Paris n'est pas forcément la ville la plus polluée par les particules atmosphériques. Dans le cadre de ce projet, et Maria a parlé un petit peu de l'impact sur la santé, donc ils ont déterminé quel est le gain d'espérance de vie, donc c'est pour les personnes de 30 ans, si on abaissait donc les concentrations à la valeur guide de l'OMS, c'est-à-dire 10 microgrammes par mètre cube. Donc si on reprend le cas parisien, donc ça serait une espérance de vie qui serait augmentée d'à peu près 6 mois, et pour l'Europe, la ville la plus polluée, Bucarest, il y aurait plus de 2 ans, enfin pas plus de 2 ans, à peu près 2 ans d'espérance de vie de gagner, en considérant donc un abaissement des particules fines jusqu'à cette valeur guide de l'OMS. Prenons encore un tout petit peu de recul par rapport à des choses qui sont aussi médiatisées. J'ai reporté sur cette figure donc la moyenne de Pékin, donc ce coup-ci c'est des valeurs un petit peu plus récentes de 2010-2014. Donc en gros on est à 120 microgrammes par mètre cube en valeur moyenne annuelle sur ces 4 ans. Ce qui fait à peu près un facteur 10 par rapport à la pollution qu'on peut rencontrer dans les villes françaises. Et quand là-bas, il y a des pics de pollution, on est à
à peu près 1000, on est de l'ordre du milligramme par mètre cube, donc de particules fines. On met Pékin parce que Pékin s'est médiatisé. J'aurais pu mettre le Caire, plus proche. Bon, les concentrations sont un petit peu plus faibles, mais sont aux alentours de 80 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle. Il y a plein d'autres villes, notamment en Afrique, qui sont très peu documentées par rapport à ces concentrations, mais où ces concentrations sont largement supérieures à ce que l'on peut voir en Europe. Toujours est-il que l'objectif pour nous, ça va être d'abaisser ces niveaux de concentration, donc des particules dans l'atmosphère. Et pour abaisser ces niveaux de concentration, ça suppose de connaître les principaux leviers qui vont pouvoir gouverner ces concentrations et les gouverner de façon efficace. Et ce n'est pas si simple. Donc, pour essayer vraiment de limiter ces concentrations dans l'atmosphère, là, il va falloir vraiment s'intéresser à la chimie de ces particules et de regarder un petit peu ce qu'elles contiennent et quel type d'informations on va pouvoir en tirer. Donc Maria a montré aussi cette représentation, je la remontre ici. Donc c'est issu d'un papier paru dans Science il y a quelques années, il y a 5 ans, 6 ans maintenant. Juste pour montrer, donc c'est la composition de l'aérosol par un type d'instrument, donc qui est un AMS. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais toujours est-il qu'il ne mesure pas le black carbone. C'est pour ça que le black carbone n'y est pas. Et il mesure la fraction submicronique, c'est-à-dire inférieure à 1 micromètre. Juste ici, donc Maria l'a déjà montré, mais la fraction organique représente globalement entre 30 et 70% de la masse de l'aérosol, essentiellement en Europe, aux États-Unis. Quand on va au Japon ou du côté chinois, là on va avoir beaucoup plus de sulfate, essentiellement du fait que la combustion de charbon est beaucoup plus importante dans ces régions-là, enfin en Chine tout du moins. Donc cette matière organique, cette matière carbonée, c'est une des fractions majoritaires et c'est vraiment la fraction qui va contenir le plus d'informations vraiment pertinentes en termes d'informations sur les sources. Alors, quelles sont les sources de cette fraction carbonée? Alors, on a d'abord ce qui est source primaire, c'est-à-dire des émetteurs qui vont émettre directement des particules dans l'atmosphère. On a tout ce qui est trafic véhiculaire, bien connu, auquel il faut associer tout ce qui est transport par les navires, par les bateaux. On a tout ce qui est combustion de biomasse, donc le feu de cheminée réconfortant le soir, mais aussi tout ce qui est combustion de déchets verts et tout autre déchet, qui sont vraiment des émetteurs très très importants de particules. Évidemment, les sources industrielles, des sources plus exotiques ou plus qui sont reliées à tout ce qui est cuisine. Ce ne sont pas des sources totalement négligeables. Donc là, on est dans le panel de tout ce qui est sources anthropiques. Et les principales sources primaires d'aérosols carbonés vont être les océans, par le pétillement océanique, et surtout tout ce qui va concerner donc, les forêts, la végétation, les émissions par la biosphère, donc par le feuillage, mais tout aussi ce qui va être sol et litière vont émettre des particules directement par remise en suspension. Si on était dans un schéma comme ceci, ça serait relativement simple, mais toutes ces sources vont émettre aussi des composés organiques volatiles, c'est-à-dire vont émettre du carbone en phase gazeuse, et ce carbone en phase gazeuse dans l'atmosphère, il va réagir. Il va réagir avec de la lumière, des oxydes d'azote, de l'ozone, tout ce qui est oxydant atmosphérique, pour former des produits d'oxydation qui sont peu volatiles. Et au bout d'un moment, ces composés sont tellement peu volatiles qu'ils vont se transférer en phase particulière. Et c'est ce qu'on appelle les sources secondaires, on appelle ça souvent SOA en anglais. Et cette production d'aérosols organiques secondaires va quand même compliquer très considérablement notre vision des sources de ces particules. Je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure. Donc vous imaginez bien qu'en termes de composition chimique, si je considère maintenant cette matière carbonée, vu la multitude de sources, la multitude de processus qui sont mis en jeu, on va avoir une composition qui est très complexe. Juste pour illustrer cette complexité de la composition chimique, j'ai reporté ici, donc c'est issu d'un papier de Nozière qui vient de sortir, un chromatogramme, donc GC2D, donc TOF, d'un aérosol urbain, donc d'un aérosol qui a été collecté en milieu urbain. Et en fait, ici, chaque pic que l'on peut voir correspond à au moins un composé organique différent. Donc on a affaire à une matrice qui est excessivement complexe, plusieurs milliers de molécules différentes maintenant ont pu être isolées.
Et grosso modo, on a à peu près 80% de la masse de cette matière organique qui reste non élucidée au niveau moléculaire. Si j'ai schématisé ici l'aérosol d'une façon peut-être un peu grossière, mais qui permet d'expliquer un peu sa structure. Donc l'aérosol carboné, il est composé de ce carbone élémentaire ou black carbone, ça dépend de la façon dont on le mesure, qui est composé donc de graphite essentiellement, qui est en réalité du graphite impur, c'est pas si simple que ça. Et au-dessus, on a tout ce qui est matériaux organiques plus ou moins classiques, c'est-à-dire des molécules beaucoup mieux définies. Et au-dessus, donc en phase gazeuse, ou en tous les cas en interaction quasi constante avec la phase particulière, une fraction semi-volatile qui, en fonction des conditions, est soit en phase particulière, soit en phase gazeuse, ce qui, là encore, va compliquer un petit peu l'information qu'on peut en avoir. Alors, on va retrouver quoi? D'abord, on va retrouver ce qu'on appelle des humic-like substances. C'est encore une fois une définition qui est opérationnelle, qui dépend de la façon dont on mesure. Donc ce sont des composés à haut poids moléculaire qui sont multifonctionnalisés, leur structure est peu définie. On va retrouver, ça peut être émis directement par des combustions notamment, mais ça peut être aussi issu de processus de polymérisation de molécules à plus faible poids moléculaire qui vont se retrouver au-dessus, notamment par rapport à des processus qui ont lieu en phase aqueuse dans les gouttelettes de nuages. Donc toujours est-il qu'on a cette fraction qui représente, en fonction des environnements, à peu près entre 10 et 25% de cette matière organique fonctionnalisée au-dessus de ce black carbone. Maintenant, on va retrouver aussi des molécules qui ont été identifiées. Je vais faire un petit screening assez rapide des différentes familles de molécules qui ont été quantifiées dans cet aérosol. Donc on va retrouver toutes les familles de la chimie organique classique, on va retrouver des alcalinaires, des acides carboxyliques, des carbonylés, etc., etc. Parmi ces composés, les plus connus, ce sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques, dont le plus connu, c'est le benzoapyrène, qui est le seul composé en phase particulière à avoir une valeur cible de 1 nanogramme par mètre cube à ne pas dépasser. On a aussi leurs dérivés, les nitro-HAP, les oxy-HAP, qui sont des produits d'oxydation essentiellement de ces hydrocarbures aromatiques polycycliques. Hydrocarbures aromatiques polycycliques ont la fâcheuse tendance à être cancérigènes, etc. On va retrouver aussi des pesticides, des dioxines, des phtalates, ça on peut les mesurer et on les mesure très souvent. On va retrouver des composés secondaires biogéniques ou anthropiques. Je vous en ai représenté ici. Ici, on voit par exemple l'acide pinique. Bon, ce sont des composés, quand on va les retrouver dans nos échantillons, on va se dire ok, il y a eu une influence de cette source secondaire de type biogénique. On va retrouver des monoglycérides comme palmitine, stéarine. On mesure également le cholestérol dans ces composés-là. Donc ça, typiquement, c'est quand on a un aérosol qui a été impacté par des rejets d'huile, etc. On va retrouver des opanes-stéranes, qui sont des composés typiques des émissions véhiculaires, et encore plus particulièrement des émissions par les véhicules diesel. Donc, ce sont des composés que l'on mesure aussi en routine maintenant. On va retrouver des sucres, et surtout des sucres anhydres, cette molécule ici, donc, qui s'appelle le lévoglucosan. Et le lévoglucosan, il est très très intéressant, j'en parlerai un peu plus tard, parce que ce composé, sa seule source, c'est la pyrolyse de la cellulose. Donc dès qu'on va brûler de la biomasse, on va retrouver ce composé-là dans l'atmosphère, et c'est vraiment l'un des traceurs les plus fiables que nous ayons. Et on va retrouver aussi des méthoxyphénols, qui sont aussi des produits de dégradation, qui sont des produits de pyrolyse de la combustion de biomasse, mais eux, ils ne proviennent pas de la cellulose, mais ils proviennent des lignées. Et on va retrouver bien d'autres composés. Les collègues barcelonais ont retrouvé de la cocaïne, ce genre de choses, donc qui permet de tracer les sources assez facilement. Donc l'ensemble de ces composés, l'objectif n'est pas d'essayer d'avoir une fermeture chimique exhaustive de l'ensemble de ces molécules, ça serait pure perte de temps. C'est que l'ensemble de ces composés qu'on peut mesurer, ça constitue une empreinte chimique. Et cette empreinte chimique va nous renseigner sur les sources. Donc, à partir de là, à partir de ces empreintes chimiques que l'on mesure sur le terrain, d'empreintes chimiques que l'on a quand on fait des mesures à la source, on va pouvoir déconvoluer le signal. Et l'objectif étant, bien sûr, de connaître quelle est la contribution relative de telle source par rapport à telle source dans le milieu qu'on a étudié. Alors, ces modèles sources-récepteurs, qui nous permettent d'utiliser
ces différentes informations. Donc je ne vais pas les détailler ici. Sachez simplement qu'il y a vraiment un panel assez large maintenant de modèles qui sont disponibles. C'est un champ de recherche qui est très actif depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Ça accélère aussi depuis 5 ans avec le développement de pas mal de modèles et de plus en plus d'études qui paraissent dans la littérature. Juste, on peut les classer par rapport à la connaissance que l'on doit avoir des sources et du milieu que l'on étudie. Par exemple, pour ce modèle-là, type CMB, un peu un modèle historique, l'un des plus anciens, eh bien, il faut qu'on connaisse l'empreinte chimique des différentes sources que l'on cherche à déconvoluer, et à l'opposé, par exemple, le modèle PMF, là où il n'y a aucune information préalable nécessaire. C'est un modèle qui est basé sur la corrélation interne du jeu de données, et ce modèle va nous générer des facteurs constants et leur évolution temporelle. Et le travail pour nous, ça va être d'interpréter ces facteurs. Donc je ne rentrerai pas plus dans le détail, on en a utilisé un certain nombre, et notamment maintenant on tourne vraiment sur celui-ci qui a l'interface entre les deux, c'est-à-dire qu'on peut apporter un certain nombre de contraintes, histoire d'affiner un petit peu les choses. Globalement, et je vous demande de me croire, l'ensemble de ces modèles sont en bon accord, considérant que parfois ils se réfèrent pas forcément exactement à la même chose, mais globalement c'est quelque chose qui fonctionne. Donc typiquement, voilà le type de résultat que l'on peut avoir. Donc c'est un exemple ici pour Marseille. Donc sur une série de données annuelles, donc 2011-2012, donc c'est des données qui ne sont pas encore publiées mais qui le seront bientôt. Où là, typiquement, on a réussi à mettre en évidence 7 sources, si j'arrive à bien les compter. Donc ce qui provient du sel de mer, du sulfate d'ammonium, une source industrielle qui est essentiellement caractérisée ici par la combustion de fuel lourd, des poussières de route, et également ici tout ce qui concerne l'influence du trafic. Et on a découvert, enfin on a mis en évidence ici 2 sources distinctes de combustion de biomasse. Une correspond essentiellement à la combustion de déchets verts, et l'autre correspond beaucoup plus probablement à la combustion de bois sec, plutôt pour un chauffage. Si on regarde la contribution, je ne vais pas tout détailler ici, mais si on regarde par exemple la contribution du trafic, elle contribue à peu près à une vingtaine de % sur l'année, donc à une vingtaine de % de la masse des PM2,5 qui sont mesurés. C'est l'équivalent de ce qui correspond à la combustion de biomasse. Et cette combustion de biomasse, qui correspond à peu près à 20% sur l'ensemble de l'année, si on considère les jours, les maximums en hiver, donc ici le 1er janvier notamment, on est plus aux alentours d'une 50aine de %. Okay, donc peut-être contrairement aux affirmations de notre ministre, ce n'est pas une problématique totalement ridicule. J'ai compilé ici l'ensemble des résultats qu'on a obtenu donc en collaboration particulièrement avec le laboratoire de glaciologie et de géophysique de l'environnement, donc avec Jean-Luc Jaffrézo, avec qui on travaille en étroite collaboration, sur l'ensemble des études qu'on a menées sur la France, donc à travers des projets, des campagnes intensives essentiellement, donc le projet FORM notamment, qui a été vraiment le début de ces travaux France, Mégapolis, ou les projets Apiche ou Cara, etc. Donc si on regarde la contribution de la combustion de biomasse au PM2,5 en France, on se rend compte que globalement, donc là ce sont que des échantillons d'hiver, de novembre à mars, enfin un hiver un petit peu large, on se rend compte que ça varie en gros de 5 à 50%, et qu'on a sur les grandes villes, donc les cercles un petit peu plus grands, on a quelque chose d'un petit peu plus homogène. Entre 18 et 42% de la masse de ces PM2,5 provient de la combustion de biomasse. Quoi dire encore que dans les régions alpines, évidemment, c'est là qu'on a des problèmes qui sont très 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 importants, où on peut dépasser largement les 50% de la masse, très probablement dans les vallées de Chamonix, les vallées de l'Arve, qui est vraiment le hotspot en termes de concentration de particules en France. Là, on est aux alentours de 80% provient de la combustion de biomasse. Quand on regarde aussi dans les régions méditerranéennes, ce que je vous ai fait voir, ici on observe aussi des contributions qui sont très élevées de cette combustion de biomasse. Mais là, essentiellement, ce n'est pas tant pour le chauffage. La source vraiment prédominante concerne
tout ce qui est combustion de déchets verts, même si c'est une pratique qui est interdite, c'est une pratique qui est courante et qui est vraiment extrêmement émetteur de particules. Alors ces valeurs ne sortent pas non plus totalement de nulle part, on les a contraints avec différentes approches totalement différentes. Je vais juste vous montrer une comparaison, donc on en a parlé ce matin, donc c'est une comparaison avec des mesures de carbone 14, donc on peut mesurer le carbone 14, la teneur en carbone 14 sur la matière organique qui sont contenues sur ces particules. Donc le carbone 14 va nous donner une information vraiment très directe sur l'origine, soit fossile, soit contemporaine, du carbone. Si je reprends ici l'exemple de Grenoble, donc avec notre approche basée sur les traceurs, moyennant quelques hypothèses, comme quoi la combustion de biomasse est 100% moderne, voire contemporaine, c'est pas si simple que ça, mais globalement on peut faire ça, que les émissions véhiculaires sont 100% fossiles, etc. Moyennant ce type d'hypothèse, on peut estimer quelle est la contribution de carbone moderne par notre approche. Et si on le compare avec la mesure directe de carbone 14, vous voyez que ça fonctionne relativement bien. Donc ce qui nous montre aussi que nos approches, elles ne sont pas totalement... elles nous donnent des résultats dans lesquels on peut avoir un bon degré de confiance. Pourquoi c'est comme ça? Donc passons en été. Donc on a vu un peu ce qui se passait l'hiver avec l'influence de ces combustions de biomasse. Maintenant, si je regarde l'été, donc retour à Marseille l'été, et si je regarde le même type de modélisation, c'est-à-dire quelles sont les sources primaires de la matière organique sur un site, donc là à Marseille l'été, on se rend compte qu'on explique simplement que 22% de cette matière organique, avec les sources primaires qui sont représentées ici. Et que le SOA, donc la fraction secondaire, va représenter 78 ou 80% de la masse. Si on zoome un petit peu, la source majoritaire, ça va être toujours la source véhiculaire, 17%. Vous voyez qu'on est sur des choses très, très homogènes, et c'est très homogène sur l'ensemble des études qu'on a pu conduire, en tous les cas en France. L'impact des émissions véhiculaires, c'est entre 15 et les 25%, grand maximum. On va retrouver une émission industrielle qui est ici très faible, de 2,5%. La combustion de biomasse, bon, on est en été, donc là, elle ne contribue pas. Si on compare avec d'autres modèles, donc ça c'est un modèle complètement différent avec des mesures totalement différentes, donc c'est des mesures AMS, donc c'est un spectre de masse qui correspond à la globalité de la matière organique, et on applique un autre type de modèle. Vous voyez qu'on arrive à des estimations qui sont totalement identiques, pas totalement identiques, mais totalement comparables, notamment pour le trafic véhiculaire, pour la source industrielle et pour cette source secondaire. Donc ce qui est important, c'est dès qu'on a affaire à une atmosphère qui est très oxydante, comme c'est le cas de Marseille, mais comme c'est le cas d'énormément de villes, avec un tout petit peu d'ensoleillement et de sources anthropiques pas très loin, on va avoir une fraction secondaire qui va être vraiment gigantesque, qui va représenter la très très grande majorité. Notre problème, c'est que sur cette source secondaire, on est quasi aveugle. On ne sait pas d'où ça vient. L'autre point, si on connaît Marseille, on peut s'étonner aussi du faible impact de cette source industrielle. Je vais juste dire deux mots sur cette source industrielle. Donc, je ne veux pas trop rentrer dans les problématiques marseillaises, mais derrière, le débouché concerne un peu tout le monde. Donc, très rapidement, Marseille est ici et est adossée à l'une des plus vastes zones industrielles en Europe, avec 4 grosses raffineries, un énorme site de sidérurgie, le site d'ArcelorMittal. Marseille, c'est le premier port méditerranéen, c'est le 3e port au monde pour le pétrole et les dérivés du pétrole, donc il y a une activité qui est vraiment très importante. Là, on a mesuré, là on est dans le nombre de particules, on n'est pas sur la masse, donc cette figure représente le nombre de particules en fonction de la direction du vent, et j'ai colorié les différents points avec la concentration en SO2. Donc on est aux alentours de, ici le cercle représente 100 000 particules par centimètre cube. 100 000 par 1 centimètre cube, c'est juste le bout de mon pouce. Et les épisodes, même à Paris, je pense que...
Un épisode de pollution urbaine, on est classiquement aux alentours de 20-30 000, on dépasse très rarement les 40 000 particules par centimètre cube. Ici, on a mesuré des choses qui peuvent toucher les 150 000 particules par centimètre cube et sont étroitement corrélées au SO2. En fait, c'est simplement l'écoulement en fait, Mistral qui se combine avec les brises, donc qui emmène les émissions de la zone industrielle sur la Méditerranée, et quand les brises de mer se remettent en place, pouf, ça revient ici sur Marseille. Si on regarde un petit peu plus précisément quelle est la forme de ces particules, donc ici on a une échelle de temps, ici on a le diamètre des particules, donc j'ai repris juste 2 épisodes, vous voyez qu'on a des particules qui sont largement inférieures à 30 nanomètres, ici on a 50 nanomètres, et pour cet épisode-là, c'est simplement 20 nanomètres. Donc ce sont des particules qui vont participer très très peu à la masse, et pour vous en convaincre, j'ai tracé ici donc le nombre total de particules par centimètre cube en fonction de la masse des particules donc PM2,5, qui est le seul paramètre qui est réglementé. On se rend compte, et j'ai remis ici le 25 microgrammes par mètre cube, qu'on ne doit pas dépasser en moyenne annuelle. Ce qui est intéressant dans cette figure-là, c'est que l'ensemble des événements en nombre que je vous ai montré, qui arrivent jusqu'à 150 000 particules par centimètre cube, passent vraiment sous les radars de la surveillance de la qualité de l'air. Et pour vous en convaincre, mais quelque chose de très simple, juste quelques ordres de grandeur, si ça c'est une particule de 2,5 nanomètres, ça c'est 10 nanomètres. Okay, donc elles ne vont pas du tout participer à la masse de la même façon. Ok, revenons à Marseille et revenons sur cette matière organique secondaire, donc pour laquelle nous sommes quasiment aveugles. C'est vraiment très compliqué de savoir d'où vient cette matière organique secondaire sans passer par de la modélisation, et les modèles fonctionnent quand même pas extraordinairement bien encore, bien qu'il y ait eu de très très gros progrès ces quelques dernières années. Donc maintenant, je parlais de quelques éléments de réflexion et un peu une nouvelle approche expérimentale pour essayer d'avoir une idée de l'impact de ces sources, quel est l'impact d'une source sur la production d'aérosols organiques secondaires. Donc c'est ce qu'on a fait avec un consortium européen, donc avec des collègues essentiellement avec le Paul Scherrer Institute, avec le JRC, Cambridge et d'autres collègues. On a étudié les émissions des véhicules, donc essentiellement des scooters, des véhicules diesel, des véhicules essence, des camions, donc que les nouvelles normes Euro 5. Classiquement, on s'arrête ici, au pot d'échappement, quand on cherche à déterminer quel est le facteur d'émission d'un véhicule. Nous, ce qu'on voulait essayer de regarder, c'est l'ensemble de la chaîne, donc c'est les composés organiques volatiles qui vont s'oxyder, former aussi des PM1. Donc avoir une idée globale des émissions en considérant leur devenir atmosphérique et le vieillissement atmosphérique. Donc pour ça, on a utilisé un banc à rouleau en utilisant des cycles normés européens, ici en l'occurrence le cycle NEDEC pour une voiture, mais on a utilisé d'autres cycles et d'autres scooters, etc. Donc nous, ce qu'on injecte, c'est pendant tout ce cycle, on injecte dans une chambre de simulation l'ensemble des émissions caractéristiques de ce cycle. Et ensuite, on peut suivre avec une autre résolution temporelle la composition chimique des particules et la composition chimique de la phase gazeuse. L'idée toujours étant de connaître quel est l'impact de ces émissions sur l'atmosphère en considérant le vieillissement. Concrètement, ça donne ça. Ici, on a une chambre de simulation, et là, c'était un test pour les scooters. Donc l'ensemble des émissions sont évidemment diluées. On est dans des conditions qui sont représentatives de l'atmosphère dans la chambre de simulation, et on regarde ce qui se passe. Donc les premiers résultats ont été publiés là, très récemment, fin d'année dernière, dans NatureCom, pour les scooters. Donc cette figure est un petit peu complexe. Donc ici, on voit les scooters que l'on a testés. Donc ici, c'est l'émission primaire de ces scooters. Ici, c'est les émissions en considérant le vieillissement, c'est-à-dire les émissions primaires plus le vieillissement, en plus l'aspect secondaire. On ne voit pas très bien, mais globalement, il y a un doublement de la concentration. Et c'est comparé avec l'ensemble des choses qui sont disponibles dans la littérature, où on connaît aussi le vieillissement, c'est-à-dire au final très peu de choses, avec des véhicules Euro 5, des véhicules inférieurs à Euro 5, des camions, etc. Vous voyez qui émettent, ici c'est une échelle log, donc qui émettent à peu près 100 fois moins
peu plus même, presque 1000 fois moins, hein, que les scooters, ce qu'on appelle un peu des pollueurs asymétriques, c'est-à-dire que des engins qui vont consommer au final relativement peu vont émettre énormément de composés dans l'atmosphère. Et ici, ce sont les concentrations en benzène à l'échappement et aussi de l'ensemble des composés aromatiques, des composés légers aromatiques. Juste pour illustrer et rendre cette figure peut-être un peu plus illustrative, donc on va s'intéresser juste à la comparaison entre un véhicule essence Euro 5 et un camion aussi Euro 5. Donc, j'ai le véhicule essence Euro 5 ici le camion diesel Euro 5. Donc ce sont vraiment les dernières générations, et ça correspond en fait, c'est les émissions primaires. Si je fais des mesures au pot d'échappement, voilà ce que je vais obtenir. Maintenant, si je considère le vieillissement, donc une fois que ces émissions sont injectées dans l'atmosphère, voilà ce qu'on obtient. C'est-à-dire que les émissions du véhicule essence vont s'oxyder, vont former de l'aérosol organique secondaire qui va donc augmenter considérablement la masse de particules qui est émise. Par contre, dans le cas du véhicule, ici du camion diesel, on ne forme absolument pas d'aérosol organique secondaire, et ça s'explique essentiellement par la composition de la phase gazeuse. Dans le cas du véhicule essence, il va émettre énormément de composés organiques, mais le véhicule diesel aussi, mais des composés organiques non oxygénés, type benzène, toluène, éthylbenzène, tous les composés aromatiques légers, qui eux vont pouvoir s'oxyder et former de l'aérosol organique secondaire, tandis qu'un camion diesel qui émet aussi des composés organiques volatiles, mais la composition est très différente. Dans le cas du camion diesel, il va émettre essentiellement des composés déjà très oxygénés avec une chaîne carbonée très courte. Ce qui fait que ces composés ne peuvent pas s'oxyder encore plus pour former de l'aérosol organique secondaire. Et si je mets sur cette même image le scooter de temps, pareil Euro 2, donc on ne voit plus les autres émissions, et c'est pareil, on observe le doublement de ces émissions quand on considère le vieillissement atmosphérique. Autre point intéressant de cette étude, c'est qu'il y a eu des mesures de ROS, donc de Reactive Oxygen Species, qui est, en tous les cas, à l'heure actuelle, un proxy santé dans lequel on croit beaucoup. C'est-à-dire que c'est des mesures qui ne sont pas excessivement complexes à faire et qui ont montré vraiment un potentiel en termes pour tracer l'impact santé des particules. Et ici, donc, on a le nombre de moles de ces Reactive Oxygen Species sur le nombre de moles de carbone total. Et on se rend compte que quand on suit le vieillissement, ce sont donc les points, ici les points qui sont pleins, on se rend compte que quand on considère le vieillissement, la quantité relative de ces composés, de ces Reactive Oxygen Species, augmente. Ce qui signifierait que l'aérosol, plus il est âgé et plus il est toxique. Alors, revenons sur Marseille. Une fois qu'on a vu ça, on se dit, j'arrive bien à expliquer ça. Je me dis, évidemment, dans un truc aussi anthropique, avec autant de véhicules, autant d'industries, ça vient de là. C'est pas si simple que ça. Donc, grâce aux mesures de carbone 14, on a combiné donc, les mesures de carbone 14 avec notre exercice de source apportionment, donc notre exercice de déconvolution des sources, via un modèle de régression multiple. Et on se rend compte que les fractions ici primaires, là-dessus, ça ne change pas grand-chose. Par contre, tout ce qui est fraction secondaire, donc les 80% de tout à l'heure, ces 80% de tout à l'heure, en gros, il y en a 20% est d'origine fossile et 80% de cette fraction secondaire qui était déjà ultra majoritaire serait dans tous les cas d'origine non fossile, donc très probablement d'origine biogénique. Et on a assez peu d'informations encore de ce type-là, mais de plus en plus. Et le même type de résultat a été trouvé à Barcelone et à Paris très récemment dans le cadre du projet Mégapolis. Ce qui pose quand même la question de l'interaction entre les émissions biogéniques et les émissions anthropiques. Et qui est un problème vraiment à résoudre assez rapidement. Donc, je pense que j'ai encore un tout petit peu de temps. Donc maintenant, on va se rapprocher un petit peu des sources. Je vais vous présenter une campagne que l'on a réalisée donc là, sur la rocade sud de Grenoble. Là, on la voit là, on a l'impression qu'on est dans la nature, mais non, ça c'est la rocade sud de Grenoble. Pour ceux qui connaissent un petit peu Grenoble, c'est une route qui est très très embouteillée,
avec à peu près 8000 véhicules heure en moyenne pendant la journée. Et on avait déployé donc notre plateforme instrumentale qui permet de mesurer à très haute résolution temporelle la composition de l'aérosol et de la phase gazeuse aussi associée, également la granulométrie des particules, etc. Et ce qui était intéressant dans cette campagne-là, même si je ne vous présenterai pas de résultats là-dessus, c'est qu'ici, il y avait des caméras qui scannaient les plaques d'immatriculation, et donc on avait de l'information vraiment très importante sur le nombre de diesel, le nombre d'essence, etc. Donc les résultats de cette campagne sont ici. Je ne vais pas tout montrer, hein. C'est un papier qui vient juste d'être publié dans ACP. Et ici, ça représente la composition chimique de l'aérosol. Et donc là, on va retrouver une fraction carbonée. Donc, on va retrouver le black carbone ici en noir qui est émis par les véhicules diesel essentiellement, qui représente à peu près 2/3 de la masse de ces particules. Donc on voit très bien les pics du matin et les pics du soir. Et on a un autre gros tiers, c'est de la matière organique. Donc, qui n'est pas du black carbone, mais qui est de la matière organique. Et par contre, le reste, sulfate, nitrate, ammonium, l'ensemble, ça va représenter qu'un tiers également. Hein, donc ici, on est vraiment la matière organique, la fraction carbonée est vraiment ultra majoritaire. Maintenant, quand on fait tourner un modèle pour connaître les sources de cette matière carbonée, donc là, c'est juste les sources de la fraction qui est ici en verte. Voilà le résultat qu'on obtient. Donc, il y a pas mal de, je vais dire charabia un peu là-dedans, c'est qu'on a beaucoup d'acronymes, il n'y a que nous qui puissions les comprendre, mais globalement, j'ai essayé de les traduire. Ce premier facteur correspond au facteur trafic. Ce deuxième correspond à la combustion de bois, on était début septembre, donc c'est à peu près la même chose, et ce facteur trafic représente à peu près 20%. Ici, ça correspond à un aérosol oxydé, mais plutôt à l'échelle régionale. Ça, c'est un nouveau facteur qui est énormément d'amines à l'intérieur, pas de nitrate, mais beaucoup d'amines. On ne sait pas exactement d'où il vient encore, ça n'a pas été identifié, mais j'espère que ça le sera dans l'avenir si on le retrouve. Et on va retrouver ici essentiellement du SOA, donc de l'aérosol secondaire, un qui est un petit peu plus oxydé que l'autre. Ce qui m'intéresse ici, juste dans le discours, pour aller plus vite, c'est que cet aérosol secondaire, si je somme ça et ça représente la moitié, encore une fois, de la masse, et même tout près des sources. Vraiment, on était à 20 mètres des pots d'échappement. Et c'est déjà de la fraction secondaire, de la fraction oxygénée. Alors on peut me dire, si près des sources, ça, moi, j'y crois pas. C'était un peu la première fois que j'ai vu cette modélisation, ça a été un peu ma réaction, je dis non, c'est pas possible. Et après, on a regardé un peu les données de la littérature. On l'avait fait avant, évidemment, mais là, on les a regroupées d'une façon un peu plus synthétique. Et on a regardé par rapport à l'ensemble des études qui ont pu être faites dans les milieux urbains ou périurbains ou à côté d'une route. Donc, chaque pays est caractérisé par un pourcentage, par une consommation de diesel. Donc là, on n'a pris que la consommation de diesel pour le secteur routier, hein, simplement. Et là, on a tracé l'aérosol organique qui provient du trafic, qu'on a identifié comme provenant du trafic, sur le black carbone, qui est vraiment émis par le diesel. Et assez étonnamment, en tous les cas, on retrouve vraiment une droite qui nous permet, nous, notre point est ici, de dire, OK, non, on n'est pas si loin que ça. Ici, c'est un diesel, on a des mesures vraiment à la sortie d'un véhicule diesel type Euro 4, et ici, c'est la sortie d'un pot d'échappement, dilué évidemment, d'un Euro 4 essence. Donc, si notre valeur ici, elle est sous-estimée, elle n'est pas sous-estimée de beaucoup, et ça reflète quand même la réalité. Donc, et là encore, on avait accès à des mesures de carbone 14, d'où leur importance. Et quand on reconstruit un peu le carbone 14 par rapport à ce que nous, on peut estimer comme étant d'origine fossile, donc le black carbone ici, le primaire, on a ici HOA, donc le primaire trafic qui est là, on se rend compte que simplement 20% de l'OC secondaire, je vous rappelle qu'il y en avait 45%, et qu'il y en a simplement 20%, même dans cet environnement-là, qui est d'origine fossile. Ce qui veut encore dire que l'écrasante majorité de cette fraction secondaire, même si proche des sources, est d'origine moderne. Donc je vais conclure sur ces quelques mots
Donc maintenant, on arrive à avoir une caractérisation chimique, enfin la caractérisation chimique et physique de l'aérosol, c'est important aussi la caractérisation physique. C'est vraiment un élément qui est essentiel à notre compréhension, à la fois des sources et des processus qui gouvernent ces concentrations. Les méthodes qui sont développées, même si on est encore en train de faire un certain nombre de tests, de développer d'autres approches, on peut quand même estimer qu'elles sont globalement bien maîtrisées, elles nous apportent vraiment des informations de premier ordre, essentiellement dans un cadre réglementaire. Attention, c'est aussi des méthodes qu'il ne faut pas mettre entre toutes les mains, comme tout modèle statistique. On lui injecte une matrice de données, ça va nous sortir un résultat. Ça nécessite quand même un certain degré d'expertise derrière. Maintenant, en hiver, si on résume un peu les études qu'on a pu mener, donc en hiver, la combustion de biomasse, c'est vraiment une source qui est très importante et qu'on ne doit pas négliger. De là à la stopper, ça c'est un autre problème. La fraction secondaire, par contre, maintenant quand on est en été, la fraction secondaire, c'est vraiment une fraction qui va être très importante. Et le souci toujours que l'on a avec cette fraction secondaire, c'est qu'on ne sait pas d'où elle vient. Et la meilleure approche que l'on ait, c'est justement de combiner avec des mesures de carbone 14. Ça ne nous dit pas exactement d'où va venir cette source, mais au moins ça nous dit est-ce que ça va être plutôt anthropique ou plutôt biogénique. C'est ce qui est écrit là. C'est vraiment nécessaire de développer ces mesures de carbone 14. Maintenant aussi, quand on cherche à déterminer les facteurs d'émission des différentes, que ce soit un poêle à bois, que ce soit un véhicule, c'est vraiment indispensable, à mon sens, de considérer le devenir atmosphérique de l'ensemble de ces émissions. Aussi, si on veut déterminer vraiment ou affiner l'aspect impact sur la santé, notamment établir des notions de relation entre les sources et l'impact sur la santé, développer des mesures de potentiel oxydant, on a vraiment besoin de longues séries temporelles. Et il me semble important de développer, au moins dans quelques villes pilotes, des observatoires urbains qui vont nous permettre d'assurer des mesures sur le long terme et de pouvoir croiser aussi avec des données sanitaires. Merci pour votre attention et je voulais remercier aussi tous les gens qui ont travaillé sur ces bases de données, donc les partenaires, essentiellement donc Jean-Luc Jaffrézo, Jean-Luc Dozombe aussi de Chambéry et André Prévost du PSI et aussi tous mes doctorants et post-doctorants donc du LCE. Merci.